Dr Amara Washington reste figé alors que le champagne coule sur son tailleur de créateur. Les rires du personnel de la compagnie aérienne résonnent à ses oreilles. La classe VIP est réservée aux vraies personnes importantes, ricane l'hôtesse. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'Air Force One l'attend pour ses ordres après la diversion inattendue de ce vol commercial. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire choquante, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires et cliquez sur « J'aime » et « S'abonner » si vous avez déjà été témoin ou victime de discrimination sous quelque forme que ce soit. Le voyage que nous allons entreprendre pourrait changer votre perspective à jamais. Derrière ce tailleur trempé de champagne se tenait le docteur Amara Washington, une neurochirurgienne brillante de 52 ans devenue politicienne, désormais la première présidente noire des États-Unis. L'incident dans le salon de l'aéroport n'était que le dernier d'une longue série de situations similaires, bien que peut-être le plus ironique étant donné sa nouvelle position de pouvoir. L'histoire d'Amara commence dans les rues humides de Savannah, en Géorgie, où sa mère, Loretta Griffin, l'a élevée seule tout en travaillant 3 emplois, le matin dans un dîner local, l'après-midi comme femme de ménage à l'école et les week-ends pour des familles aisées. Malgré l'épuisement gravé sur le visage de sa mère chaque soir, Loretta trouvait toujours l'énergie pour aider Amara avec ses devoirs, lui inculquant la conviction inébranlable que l'éducation était l'unique échelle que personne ne pouvait lui enlever. Ma maman me disait toujours, « Ils peuvent t'ignorer, t'insulter, mais ils ne pourront jamais ignorer ce qui est dans ta tête si tu le rends trop magnifique pour être ignoré », racontait souvent Amara dans ses discours. Ces paroles l'ont portée à travers Westside High School, où elle est sortie major de sa promotion malgré les conseils de ses conseillers de viser des objectifs plus réalistes que la médecine. Son excellence académique lui a valu une bourse complète à l'université Howard, où elle a obtenu son diplôme summa cum laude en sciences biologiques. Harvard Medical School a suivi, où elle fut l'une des 7 étudiantes noires de sa promotion. Là, elle développa une technique révolutionnaire de neurochirurgie pédiatrique réduisant le temps de récupération de 40% et qui devint la pratique standard dans tout le pays. Le docteur Washington passa 20 ans à Johns Hopkins, devenant la plus jeune chef de département de l'histoire de l'hôpital. Ses recherches novatrices sur la régénération des voies neuronales lui valurent 2 nominations au prix Nobel et sauvèrent des milliers de vies. Mais constater les inégalités en matière de soins de santé la poussa vers le militantisme, puis vers la politique. Elle commença comme commissaire à la santé de Baltimore, devint ensuite lieutenant-gouverneur du Maryland, puis sénatrice populaire sur 2 mandats, reconnue pour bâtir un soutien bipartisan en faveur de la réforme des soins de santé. Sa campagne présidentielle mettait l'accent sur l'unité et les solutions concrètes plutôt que sur une rhétorique divisive, ce qui lui permit de remporter une victoire étroite mais décisive. L'investiture n'était que dans 2 semaines, mais la plupart des responsabilités présidentielles avaient déjà été transférées à son équipe. Le vol d'aujourd'hui devait être simple, un trajet rapide d'Atlanta à Washington DC après avoir rendu visite à sa mère, qui vivait toujours dans la modeste maison de Savannah où Amara avait grandi. Un système météorologique sévère, qui s'était intensifié de manière inattendue sur le sud-est, força son équipe de sécurité à dérouter le vol. Le plan initial d'utiliser un avion gouvernemental avait été annulé car l'appareil le plus proche nécessitait une maintenance urgente. Plutôt que d'attendre, Amara insista pour prendre un vol commercial, malgré les fortes objections de son chef de sécurité. « Un vol commercial avec une sécurité minimale ne va pas me tuer », leur avait-elle dit. « L'inauguration est dans 2 semaines. Laissez-moi ce dernier moment de semi-normalité. » Elle avait fait un compromis en autorisant un seul agent des services secrets, Derek Jackson, à l'accompagner, à condition qu'il voyage incognito. Derek, vétéran de 15 ans de la protection présidentielle, avait accepté à contre-cœur, restant à portée de main tout au long du trajet. « Madame la présidente électe, c'est hautement irrégulier », lui avait-il rappelé pour la 10e fois en approchant de l'aéroport. « C'est justement pour ça que je dois le faire », avait répondu Amara. « Dans 2 semaines, je ne pourrai plus aller nulle part sans cortège et 20 agents. Je dois me rappeler ce qu'est la vraie vie avant de passer 4 ans dans une bulle. » Ce qu'elle n'avait pas mentionné à Derek, c'était sa règle personnelle de toujours ne pas utiliser sa position ou ses contacts pour un traitement de faveur. Sa mère lui avait appris que le vrai caractère se montre par la façon dont on agit quand personne ne sait qui l'on est. Ce jour allait mettre ce principe à l'épreuve comme jamais elle ne l'avait imaginé. Le vaste terminal de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta bourdonnait de son chaos habituel tandis qu'Amara et Derek approchaient des comptoirs d'enregistrement. « Reste discrète », murmura Amara à Derek en rejoignant la file de la première classe. « Aujourd'hui, je suis juste le docteur Griffin. » Elle avait choisi d'utiliser le nom de jeune fille de sa mère,
une pratique courante pour les personnalités publiques voyageant en privé, ce qui lui offrait un petit goût d'anonymat. Arrivé au comptoir, l'agent de la porte, une blonde nommée Bethany Carter, leva à peine les yeux de son ordinateur. Ses doigts tapaient sur le clavier tandis qu'elle demandait d'un ton monotone. « Destination. Washington DC, vol 1552, répondit Amara avec un sourire chaleureux. Les yeux de Bethany s'illuminèrent brièvement en l'évaluant, puis son expression changea. L'indifférence professionnelle se fit plus froide en remarquant les billets de première classe dans les mains d'Amara. « Pièce d'identité, s'il vous plaît, dit-elle, la chaleur de sa voix ayant chuté de plusieurs degrés. Amara présenta son identification correspondant au nom de Dr Griffin, préparé soigneusement par son équipe. Bethany examina la pièce avec une attention inhabituelle, la tenant à la lumière et vérifiant plusieurs fois les éléments holographiques. « Y a-t-il un problème ?» demanda Amara, gardant son calme. « Ces billets de première classe semblent inhabituels, » répondit Bethany, insistant sur « inhabituel » avec un sous-entendu clair. « Ont-ils été achetés via une promotion spéciale ou un programme de réduction employé ?»« Non, ils ont été achetés au prix fort via le site web de votre compagnie, » répondit calmement Amara, bien que le nœud familier se formât dans son estomac, celui qui accompagnait de telles interactions tout au long de sa vie. Derrière elle, Derek déplaça subtilement son poids, signe de sa préoccupation grandissante. Amara posa doucement sa main sur son bras, un signal convenu pour qu'il se calme. Alors que Bethany poursuivait sa vérification inutilement minutieuse, deux autres agents de porte discutaient à proximité, assez forts pour être entendus. « Troisième cette semaine », murmura l'un à l'autre. Ils essaient toujours d'obtenir un surclassement avec ces points ou je ne sais quoi. « Parlez-en », répondit l'autre en regardant Amara d'un air entendu. Et puis ils font semblant d'être surpris quand on vérifie vraiment leurs documents. Derek toussa bruyamment, sa patience visible s'amenuisant. « Un superviseur est-il disponible ?» commença-t-il. Amara serra encore son bras. « Ça va » chuchota-t-elle. Ce n'était pas sa première rencontre avec un tel traitement, et ce ne serait pas la dernière, malgré son nouveau titre. Tout au long de sa carrière, de l'école de médecine à la salle d'opération, jusqu'au Sénat, elle avait affronté des moments similaires où elle était remise en question et doutait d'une manière que ses collègues masculins ne connaissaient presque jamais. Elle se souvenait d'une conférence à Genève où, en tant qu'oratrice principale, elle avait été renvoyée à plusieurs reprises vers le personnel de soutien pour l'inscription. Elle se souvenait du patient qui avait refusé ses soins, exigeant un vrai médecin malgré son rôle de chef de département. Des membres de comité du Sénat s'adressant à ses assistants masculins plutôt qu'à elle directement. Chaque fois, elle avait choisi la même réponse. Dignité silencieuse, compétence impeccable, refus de laisser quiconque voir son calme se fissurer. Dernier appel pour les passagers de première classe du vol 1552 à destination de Washington DC, annonça le haut-parleur, mettant fin à l'impasse. Bethany rendit à contre-cœur les pièces d'identité et les billets. Porte 24B, embarquement immédiat. Amara marcha avec un sourire maîtrisé, se rappelant les mots de sa mère. « Ta dignité n'a jamais été à vendre. » Même quand ils essaient de l'acheter avec du mépris. Derek se pencha alors qu'il marchait. « Docteur Griffin, avec tout le respect, un mot de votre part. »« Et alors ?» l'interrompit Amara doucement. « Forcer le respect par la peur et la position, ce n'est pas changer. Ce n'est qu'une conformité temporaire. » Elle ajouta avec un petit sourire. « De toute façon, nous avons un avion à prendre. » La cabine de première classe du vol 1552 brillait de surface polie et de sièges en cuir somptueux. À son arrivée, l'hôtesse Jessica Miller accueillait les passagers blancs avec des sourires chaleureux et des boissons prévol. Lorsqu'Amara s'approcha, le sourire de Jessica disparut, remplacé par un masque professionnel d'efficacité glaciale. « Carte d'embarquement » demanda Jessica d'un ton sec. Elle examina les documents d'Amara avec la même minutie inutile que Bethany. Siège 12F côté hublot, près de l'arrière de la première classe. Amara hocha poliment la tête et se dirigea vers son siège, consciente que Jessica la suivait du regard avec suspicion. Elle remarqua un homme blanc d'âge moyen sur le siège adjacent 12B. Son montre coûteuse et son costume sur mesure montraient qu'il voyageait fréquemment pour affaires. « Bonjour », le salua Amara en s'installant. L'homme, qui plus tard serait identifié comme Case Harrington, leva les yeux de son téléphone avec surprise. Ses yeux se plissèrent puis s'écarquillèrent de désarroi apparent. Sans répondre à son salut, il appuya sur le bouton d'appel au-dessus de son siège.
Jessica apparut presque instantanément. « Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» Case baissa la voix, mais pas assez pour qu'Amara n'entende. « Y a-t-il un autre siège disponible? Peut-être plus près de l'avant. » « Bien sûr, monsieur Harrington. Nous avons le 4A disponible. Voulez-vous ce siège? » Parfait. Sans jeter un regard à Amara, Case rassembla ses affaires et se déplaça vers son nouveau siège, la laissant seule dans la rangée. Elle inspira profondément et s'installa à son siège côté hublot, dézippant sa mallette pour en sortir des documents de travail. Des années d'expérience similaires lui avaient appris à toujours avoir quelque chose de productif à faire lors de moments inconfortables. Derek, assis de l'autre côté de l'allée en 12C, croisa son regard avec une expression traduisant sa frustration grandissante. Amara lui fit un léger signe de tête négatif. Elle avait survécu à bien pire que cela. Elle venait d'ouvrir un dossier de politique lorsqu'une autre voix interrompit sa concentration. « Excusez-moi, madame. Il semble y avoir une erreur. » En levant les yeux, Amara se retrouva face à Bradley Thompson, le chef de cabine, un homme d'une quarantaine d'années avec une barbe soignée et l'assurance de quelqu'un habitué à l'autorité. « Cette section est en première classe, » dit-il, le ton suggérant qu'il expliquait quelque chose à un enfant. « Votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. » Pour la 3e fois, Amara présenta ses documents. Bradley les examina avec un soin exagéré avant de dire. « Cela indique 12A, mais vous êtes sur le siège côté hublot 12A. »« Oui, » répondit calmement Amara. Selon le plan de la cabine, 12A est bien un siège côté hublot. Les sourcils de Bradley se haussèrent. « Êtes-vous sûr de ne pas vous être trompé? Peut-être avez-vous mal compris le processus d'embarquement en première classe. » Derek se déplaça visiblement sur son siège, la main se rapprochant légèrement de sa veste. Amara lui lança un autre regard d'avertissement avant de répondre. « Je connais très bien les procédures de première classe. »« Merci, » dit-elle posément. « Mon billet est pour le siège 12A, ce siège côté hublot. » Bradley étudia son visage, semblant surpris par sa réponse articulée. « Vous devez être nouvelle à la première classe, » dit-il avec un sourire condescendant. « Pas d'inquiétude. Nous réglerons cela pour l'instant. Pourquoi ne pas vous installer au siège du milieu jusqu'à ce que je vérifie tout autour d'eux ?» Les autres passagers observaient l'interaction avec des réactions variées. Une femme blanche âgée, 3 rangées devant, regardait avec une curiosité non dissimulée. Un jeune homme asiatique de l'autre côté de l'allée fixait son magazine avec une intensité délibérée, visiblement mal à l'aise. Un couple blanc d'âge moyen chuchotait entre eux, jetant parfois des regards à Amara, semblant amusé. « Je suis très à l'aise ici, dans mon siège assigné. »« Merci, » répondit Amara, la voix agréable mais ferme. « S'il y a la moindre confusion sur l'arrangement des sièges, je peux patienter pendant que vous vérifiez avec l'agent au comptoir. » Le sourire de Bradley se crispa. « Comme vous voulez. Comprenez bien, je fais simplement mon travail. »« Bien sûr, » répondit Amara. « Nous faisons tous notre travail. » Alors que Bradley s'éloignait, le haut-parleur grésilla et la voix du capitaine résonna. « Mesdames et messieurs, ici le capitaine Anderson. Je regrette de vous informer que nous subissons un léger retard dû au contrôle aérien. Nous estimons notre départ dans environ 2 heures. La bonne nouvelle est que nous avons prévu l'accès au salon VIP pour les passagers de première classe pendant l'attente. Notre personnel vous escortera sous peu. Nous nous excusons pour le désagrément. » Un grognement collectif monta dans la cabine, suivi des bruits de passagers récupérant leurs affaires et se préparant à descendre. Alors que Jessica commençait à organiser la sortie de la première classe, Amara ferma sa mallette et se leva. « Excusez-moi, » dit-elle à Jessica, qui évitait soigneusement le contact visuel. « Aurais-je accès au salon VIP en tant que passagère de première classe ?» Les yeux de Jessica glissèrent sur le simple tailleur et le sac pratique d'Amara. Le salon VIP a certaines exigences supplémentaires au-delà du simple billet de première classe, mais vous pouvez essayer. Avec cette réponse énigmatique, Jessica se détourna pour aider Case Harrington avec sa veste. Derek se plaça aux côtés d'Amara, l'expression grave. « Docteur Griffin » murmura-t-il, utilisant son nom de couverture mais avec le respect que son vrai titre imposait. « Peut-être devrions-nous envisager des solutions alternatives. »« Non, » répondit Amara calmement mais fermement. « Nous allons au salon VIP, Derek. »
Après tout, ajouta-t-elle avec un petit sourire qui ne touchait pas tout à fait ses yeux, je suis une passagère de première classe. Quelles exigences supplémentaires pourraient exister? L'entrée du salon Diamond Elite VIP se dressait telle une forteresse moderne, tout en verre et métal poli, gardée non pas par des sentinelles armés, mais par une femme mince aux cheveux platines, coiffée d'un bob parfait. Son uniforme impeccable portait une plaque avec son nom, Meredith Wilson, coordinatrice des services élites. Derrière elle, le luxe promettait siège moelleux, champagne offert et atmosphère feutrée d'exclusivité. Lorsque le groupe de passagers de première classe approcha, le sourire professionnel de Meredith s'activa comme un détecteur de mouvement. Elle vérifia gracieusement les documents, saluant chaque passager blanc par son nom s'il était habitué, ou avec un accueil chaleureux s'il était nouveau. « Monsieur Harrington, ravi de vous revoir. Votre siège habituel près du hublot est disponible. M et Madame Peterson, bienvenue à nouveau. Nous avons un magnifique cabernet qui vous attend. Docteur Silverstein, cela fait trop longtemps. Votre code Wi-Fi est déjà configuré. » Lorsqu'Amara arriva à l'entrée, le sourire de Meredith s'affaissa légèrement. Elle tendit la main avec une efficacité étudiée. « Carte de membre, s'il vous plaît. Je suis passagère de première classe du vol 1552, expliqua Amara. Le capitaine a annoncé que nous aurions accès pendant le retard. Les sourcils parfaitement dessinés de Meredith se haussèrent légèrement. Oui, les passagers de première classe avec statut diamond ou platinum. Votre carte de membre, s'il vous plaît. Derrière Amara, Derek se tendit, mais elle resta maîtresse d'elle-même. Je n'ai été informé d'aucune exigence de membership. J'ai ma carte d'embarquement indiquant le statut première classe. Meredith examina le billet avec un scepticisme évident. Je vois. Malheureusement, le salon exige un membership supplémentaire au-delà du simple billet de première classe. Peut-être y a-t-il eu un malentendu. L'accent subtil sur « malentendu » portait une implication claire. Amara aurait soit mal interprété l'annonce, soit n'était tout simplement pas assez intelligente pour la comprendre correctement. Que pensez-vous de cette situation? Quelque chose de similaire vous est-il déjà arrivé? Commentez 1 si vous pensez que Meredith fait simplement son travail et suit le protocole. Commentez 2 si vous pensez qu'autre chose influence son comportement. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre cette confrontation. Auriez-vous gardé votre calme comme Amara, ou auriez-vous immédiatement révélé votre identité? Alors qu'Amara tenait bon, un autre employé de la compagnie approcha, un homme dans la trentaine portant un badge de manager, Taylor Stevens. « Y a-t-il un problème ici, Meredith ?» demanda-t-il, les yeux passants de l'hôtesse Amara. Cette dame tente d'accéder au salon avec un simple billet de première classe, sans membership, expliqua Meredith, son ton suggérant qu'elle faisait face à une tentative de violation de sécurité plutôt qu'à un simple malentendu. Taylor se tourna vers Amara avec le sourire appris de quelqu'un habitué à refuser un service tout en maintenant une négation plausible. « Je suis désolé, madame, mais Meredith a raison. L'accès au salon VIP requiert un statut Diamond Elite en plus du billet de première classe. C'est clairement indiqué dans nos conditions générales. » « Intéressant, » répondit calmement Amara, car le capitaine Anderson a spécifiquement annoncé que tous les passagers de première classe auraient accès pendant ce retard, sans mention de conditions supplémentaires. Le sourire de Taylor ne vacilla pas. « Vous avez du mal entendre. Peut-être pourriez-vous profiter de notre zone d'attente générale. Elle est très confortable également. » À l'intérieur du salon, des serveurs circulaient avec des plateaux de flûtes de champagne, les proposant aux passagers assis. À travers la cloison vitrée, Amara aperçut Case Harrington acceptant un verre avec un sourire satisfait. Leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'ils ne détournent vite les yeux. « Puis-je parler à quelqu'un d'autre au sujet de cette politique ?» demanda Amara. « Je suis le manager de service, » répondit Taylor, son ton se durcissant légèrement. « Et j'ai clairement expliqué la politique. » Alors que l'impasse continuait, un homme grand, en costume coûteux, approcha de l'intérieur du salon. Lawrence Phillips, comme sa carte de visite ultérieure l'indiquerait, était un cadre aux cheveux argentés, confiant et peu habitué aux obstacles. En passant, son coude heurta accidentellement un plateau de champagne d'un serveur. Le liquide doré vola dans les airs au ralenti avant d'éclabousser le devant du tailleur marine d'Amara. « Oh !» s'exclama Lawrence avec un excès de préoccupation qui n'atteignait pas ses yeux. « Comme je suis maladroit. Toutes mes excuses, mademoiselle. » Son insistance sur « mademoiselle »
plutôt que « Madame », était subtil mais délibéré, un petit coup à son statut perçu. Derrière le comptoir, les lèvres de Meredith tressaillirent en un sourire à peine contenu. Taylor fit mine de lui tendre une seule serviette en papier, totalement insuffisante pour l'ampleur de la tâche. « Peut-être est-ce un signe que vous devriez vous changer avant votre vol », suggéra-t-il avec une fausse sympathie. Les toilettes générales se trouvent au bout du hall principal. Derek s'avança, sa patience enfin épuisée. « C'est totalement inacceptable. Avez-vous la moindre idée de qui ?» Amara l'interrompit d'un regard vif. « Ce n'est qu'un tailleur. »« Mais madame... » Dr Griffin, insista-t-il, presque en trébuchant sur son titre. Laurence Phillips jaugea la posture protectrice de Derek et le calme d'Amara, soudain moins sûr de la dynamique en jeu. « Aucune intention de nuire, » dit-il en reculant légèrement. « Les accidents arrivent. » En effet, répondit Amara, sa voix stable malgré le champagne qui refroidissait sa peau. Certains accidents sont plus accidentels que d'autres. Taylor se racla la gorge, visiblement mal à l'aise face à la tension croissante. Encore une fois, je dois insister, sans membership approprié, vous ne pouvez pas accéder au salon VIP. Il est réservé aux vraies personnes importantes, pas à n'importe qui achète un billet de première classe. La phrase « vraie personne importante » resta en suspens dans l'air, son implication étant indiscutable. Autour d'eux, plusieurs spectateurs avaient interrompu leurs activités pour observer la confrontation, certains mal à l'aise, d'autres avec le plaisir honteux de spectateurs d'un duel verbal. Meredith décrocha le téléphone derrière le comptoir. « Dois-je appeler la sécurité, Taylor ? Cet espace doit rester libre pour les invités autorisés. » C'est à ce moment précis, avec du champagne dégoulinant sur son tailleur, entouré de personnel hostile et de spectateurs jugeant chaque geste, son unique protecteur risquant de révéler sa couverture, qu'Amara Washington se retrouva face à un choix qui allait définir non seulement sa journée, mais potentiellement donner le ton pour sa présidence. Elle pouvait révéler son identité et voir ces mêmes personnes se transformer instantanément de méprisantes à obséquieuses. Elle pouvait demander à Derrick un simple appel téléphonique qui entraînerait probablement de nombreux licenciements et des excuses corporatives abondantes. Elle pouvait exercer le pouvoir qui lui revenait désormais par droit d'élection. Ou elle pouvait rester Dr Griffin, une femme noire se voyant refuser un service malgré les mêmes qualifications que tous les autres passagers de cette première classe, vivant ce que des millions de ses concitoyens expérimentent chaque jour sans la possibilité de révéler leur statut. Avant qu'elle ne puisse décider, des palourds se firent entendre depuis la zone de la porte d'embarquement. « Excusez-moi, je passe, pardon », appela une voix profonde et autoritaire. La foule s'écarta pour laisser apparaître un homme grand, en uniforme de pilote, arborant 4 galons sur chaque épaule. Le capitaine James Anderson lui-même, marchant d'un pas assuré vers l'entrée du salon. Le capitaine James Anderson imposait par sa présence. Ses cheveux argentés striés de noir et son autorité naturelle attiraient tous les regards. À 58 ans, le pilote vétéran se tenait avec la confiance tranquille de quelqu'un ayant navigué dans les airs comme dans les hiérarchies corporatives avec une habileté égale pendant plus de 3 décennies. Il ralentit en approchant de l'entrée, son sourire entraîné prêt pour ce qu'il pensait être des interactions passagers routinières durant le retard. Puis son regard se posa sur Amara, toujours debout avec dignité malgré le champagne tachant son tailleur. Son pas vacilla. Il cligna des yeux 1, 2 fois, comme pour confirmer ce que ses yeux lui disaient. « Monsieur, président élu », s'exclama-t-il assez fort pour que tous dans les environs immédiats entendent. L'effet fut instantané. L'ensemble du salon tomba silencieux, les conversations s'interrompant en plein milieu de phrases, les flûtes de champagne figées à mi-chemin des lèvres, tous les regards tournés vers la femme à qui l'on venait de refuser l'entrée. Pendant 3 battements de cœur, personne ne bougea. La posture parfaite de Meredith Wilson se relâcha légèrement, son visage se vidant de toute couleur si rapidement que cela se voyait même sous son maquillage. La bouche de Taylor Stevens s'ouvrit et se referma sans produire de son, comme un poisson se retrouvant soudainement hors de l'eau. Laurence Phillips, qui s'était tenue à proximité pour observer le drame, sembla physiquement rétrécir, reculant de 2 pas comme pour disparaître derrière une plante en pot. Le capitaine Anderson se reprit rapidement, avançant avec une main tendue. « Dr Washington, je n'arrive pas à y croire. Nous avons travaillé ensemble sur ce projet d'hôpital militaire en 2014. J'étais encore dans la réserve de l'armée de l'air. Puis vous avez opéré mon neveu après son accident. Vous lui avez sauvé la vie. Je n'aurais jamais imaginé. Je ne pensais pas que vous seriez sur mon vol aujourd'hui.
Amara lui serra la main, son calme intact malgré la révélation. « Capitaine Anderson, c'est un plaisir de vous revoir. Et oui, je me souviens de votre neveu Timothy, n'est-ce pas? Un jeune homme brillant. Oui, madame. Il termine actuellement ses études de médecine, grâce à vous. » Le capitaine se tourna vers le personnel, son expression se durcissant. « Y a-t-il eu un problème ici ?» Taylor fut le premier à se décoincer, son entraînement au service client reprenant le dessus malgré le choc. « Aucun problème, capitaine. Nous étions sur le point d'escorter la presse, Dr. Washington, vers notre section premium. » Sa voix monta presque d'une octave. Meredith surgit du comptoir avec une rapidité presque surnaturelle, apparaissant soudainement aux côtés d'Amara. « Madame la présidente élue, permettez-moi de vous assister personnellement avec cette tâche. Nous avons un espace privé avec toutes les installations pour que vous puissiez vous rafraîchir. » Laurence Phillips s'était déjà éloignée de plusieurs mètres, prétendant être absorbée par son téléphone, bien que ses yeux surveillaient constamment la situation. Derek, qui avait maintenu sa posture protectrice près d'Amara pendant toute la confrontation, s'avança légèrement et ouvrit discrètement sa veste pour révéler le sceau présidentiel sur son porte-badge intérieur, confirmant à quiconque doutait encore qu'il s'agissait bien de la présidente élue des États-Unis. « Eh bien, » dit Amara après un instant, sa voix résonnant dans le silence abasourdi. « C'est un peu embarrassant, n'est-ce pas ?» Le capitaine Anderson regarda alternativement Amara et le personnel, évaluant rapidement la situation. « Puis-je savoir ce qui s'est passé ici, madame la présidente élue ?» Avant qu'Amara ne réponde, Taylor intervint. « Un simple malentendu au sujet de notre politique de membership, capitaine. Rien de plus. » Et le champagne sur le tailleur de Dr. Washington. Le capitaine insista, son ton montrant qu'il n'acceptait pas cette explication simpliste. Un accident malheureux, lança Laurence Phillips depuis sa nouvelle position à quelques mètres, ayant apparemment retrouvé sa voix. Cela aurait pu arriver à n'importe qui. Amara observa les visages autour d'elle. Les expressions du personnel passèrent de la condescendance à la peur. Celles des spectateurs, de l'amusement au choc. Celle de Derek, de la frustration à une satisfaction grave. Seul le visage du capitaine Anderson exprimait un respect sincère plutôt que la panique. « Capitaine, dit-elle calmement, j'aimerais que cette situation reste discrète. Je voyage aujourd'hui de manière semi-privée. »« Bien sûr, madame la présidente élue, » répondit-il, le titre ayant déjà fait son effet. Dans tout le salon, les passagers attrapaient leur téléphone, et les murmures se répandaient comme une traînée de poudre. La dynamique entière avait changé en quelques secondes. Là où, quelques instants plus tôt, Amara se battait pour le respect élémentaire accordé aux autres passagers de première classe, le pendule avait désormais basculé à l'extrême opposé. Meredith tremblait pratiquement d'obséquiosité, offrant tout, depuis un remplacement complet de garde-robe jusqu'à ce que sa voiture soit amenée si elle préférait quitter l'aéroport entièrement. « Peut-être préféreriez-vous notre suite exécutive, madame la présidente élue, suggéra Taylor, sa condescendance passée remplacée par une déférence exagérée. Elle est totalement privée et offre toutes les commodités. » Amara observa calmement la suite exécutive, puis tourna légèrement la tête vers Derek, qui hocha la tête avec un mélange de soulagement et de fierté. Elle inspira profondément et déclara d'une voix claire, mais mesurée. « Merci, mais je vais rester ici. Après tout, je suis une passagère de première classe, et je mérite le même traitement que tout autre passager. » Les murmures se propagèrent dans le salon tandis que le personnel, figé dans un mélange de honte et d'admiration, réalisait l'ampleur de l'humiliation qu'ils venaient de s'infliger à eux-mêmes. Meredith, incapable de masquer sa gêne, tendit maladroitement un petit chiffon, mais Amara le repoussa doucement. « Ce n'est pas une question de chiffon, » dit-elle calmement. « C'est une question de respect. » Taylor, Laurence et Meredith restèrent sans voix, tandis que Captain Anderson hocha la tête avec respect. Les passagers, témoins de la scène, applaudissaient doucement, certains sortant discrètement leur téléphone pour immortaliser l'instant. Le contraste entre le mépris initial et le respect soudain était saisissant. Amara, toujours debout dans son tailleur taché de champagne, se tourna vers la salle avec un sourire subtil. Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons tous appris quelque chose sur l'importance de juger quelqu'un par ce qu'il est réellement, et non par ce que l'on imagine. Les employés, incapables de répliquer, ne purent que s'incliner légèrement, tandis que Derek s'approcha pour guider Amara vers son siège. La tension se dissipa progressivement, remplacée par un profond respect pour la femme qui, malgré le champagne et le mépris,
avait montré que dignité et calme valent plus que toute forme d'autorité imposée. Le vol finit par décoller avec un léger retard, mais l'atmosphère à bord avait changé. Les regards précédemment méprisants se transformèrent en un mélange de curiosité et de respect silencieux. Amara, assise à sa fenêtre, reprit ses documents, laissant derrière elle un salon VIP transformé et une leçon mémorable sur la véritable importance du respect et de l'égalité. Et tandis que l'avion s'élevait dans le ciel, elle pensa aux paroles de sa mère. « Ta dignité n'a jamais de prix, même face au mépris. » Ce jour-là, Dr Amara Washington ne fit pas que voyager en première classe. Elle rappela au monde entier que le véritable pouvoir ne réside pas dans le statut ou le titre, mais dans la manière dont on choisit de rester humain et digne, même face à l'injustice.